Tepos Alpin, le but c'était d'aller à la rencontre de territoires qui ne sont pas encore engagés ou à leur façon dans la transition énergétique et d'aller plus loin, notamment en allant à la rencontre de territoires comme Pays Sud, comme le parc du Queyras, qui eux ont déjà un temps d'avance, on pourrait parler d'éclaireurs. Il y a eu 4 temps dans ce programme Tepos Alpin qui a commencé l'année dernière. Le premier, c'était une série d'entretiens avec certains d'entre vous pour comprendre un petit peu les freins, les difficultés, aussi les leviers pour s'engager dans la transition énergétique. Le deuxième temps, c'était un voyage d'études qui était dans le parc naturel régional des Bauges. Le troisième temps, ce sont des rencontres territoriales qui ont lieu ou qui sont en cours, animées par Marc Pascal, qui nous accompagne sur ce temps. Et le dernier, c'est donc ce voyage de clôture qu'on organise en partenariat avec donc, le parc du Queyras et Pays Sud. C'est que m'a apporté ce territoire, ce Tepos Alpin. Et c'est une grande richesse. Pendant plusieurs jours, on a brassé des grandes idées, on a beaucoup réfléchi. Et c'est comme l'énergie solaire, ça regonfle un peu, ça donne des idées et ça donne de l'espoir. L'espoir de développement économique, de développement autre, pour éviter que un tourisme... aller vers un tourisme durable, c'est quelque chose de très intéressant. Et on peut le faire si on innove, si on fait aussi la transition énergétique et si on donne l'exemple sur un mieux vivre. Mieux vivre en montagne, garder le confort en montagne et la joie de vivre en montagne avec quelque chose de nouveau, de riche, d'enrichissant avec les autres. Donc une mutualisation des moyens, une exemplarité et un bonheur de vivre en montagne. Le séminaire de clôture du projet Territoire et énergie positive alpin constitue la 4e étape de ce projet. Il s'est déroulé sur 3 jours, du 1er au 3 juin 2015, et a offert d'importants temps d'échange et de réflexion collective sur la transition énergétique des territoires de montagne. Les 2 territoires d'accueil, le pays Serpenson-Ubaye-Durance et le parc naturel régional du Queyras, ont fait part de leur retour d'expérience et ont exposé leur projet. Écoutons le témoignage de leur président. Parce que moi, je suis convaincue que c'est l'avenir. Ce sont des filières d'avenir de création d'emplois, c'est des filières d'avenir de protection de notre planète. On travaille pour l'avenir. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de bâtir, c'est pas pour nous, parce que nous, dans les 5 ou 6 ans qui viennent, même les 10 ans, je suis pas certaine qu'on en voit vraiment les effets, sauf donc à produire directement photovoltaïque et compagnie. Ça oui, mais pour des grands enjeux, des enjeux d'autonomie énergétique, on verra le retour que dans quelques années. Donc c'est maintenant et sans tarder qu'il faut s'y mettre. On le fait, nous, depuis déjà longtemps, au niveau du pays sud. Ça a été d'ailleurs l'un des fondamentaux de ce pays avec la culture, avec le pays de l'histoire. C'est les volets les plus importants. C'est un enjeu mondial de travailler sur la manière de mieux gérer notre énergie, que ce soit en termes de production et en termes de consommation. Ça, c'est vraiment important. Au niveau du parc naturel régional, il faut savoir que ça fait partie d'un des 10 projets qui ont été travaillés dans le cadre de la révision de la charte avec les citoyens, et c'est vraiment une des priorités. Comment, à travers l'énergie, anticiper le problème de précarité qui va se poser un jour ou l'autre sur nos territoires, et plus particulièrement en montagne, et puis essayer aussi très rapidement d'être à l'autonomie énergétique. Bon, pour le parc du Queyras, c'est l'horizon 2050. Donc ça veut dire qu'il faut y travailler tout de suite. Hein, il faut y travailler tout de suite, et le parc, à travers cette dynamique au niveau du parc, elle s'exporte aussi, elle s'exporte au niveau des autres territoires. Hein. Sur le territoire Tepos, par exemple, c'est une collaboration très étroite avec le pays du Grand Briançonnais. La séquence intitulée Dialogue des Tepos alpins avait comme point de départ des posters présentant chacun des Tepos alpins, leurs enjeux énergétiques, leurs actions, leurs freins et la place accordée aux citoyens dans la transition énergétique. Après une prise de connaissance du contenu des posters, les participants ont échangé, comparé les territoires, les problématiques, les projets et ont partagé leurs expériences. Ils ont ensuite réfléchi aux sujets pouvant être mutualisés entre les différents territoires. L'équipe du parc, les élus du parc en tant qu'élus du parc, ils n'ont pas la main sur une politique d'urbanisme. Les SCOT sont
Il y a bien Sofia et Antibes, ils ont fait un ScotWest ensemble, mais ScotWest ensemble, le pouvoir de décision, il est où? Il n'est pas sur le parc, il est à Cannes, il est à Grasse, il est à Antibes, il est en bas. Là où il y a 95% de la population de ces intercos, nous on n'est que 5% des populations du bas. Voilà, donc on a un vrai problème, vous posez un vrai problème, parce que ça, il vaudrait mieux que toutes ces actions-là soient intégrées, d'ailleurs c'est dans un des panneaux aussi, j'ai vu ça, le vote, où il y a la nécessité que ces politiques dites sectorielles s'intègrent dans des politiques territoriales, notamment en matière de logement. Donc je suis d'accord avec vous, mais comment on fait? La haute moyenne, ça a été évoqué, ça, en termes de mutualisation interne à la haute moyenne. Peut-être que ça va élargir, je ne sais pas, je réfléchis trop, mais en haute moyenne, ici, il y a la chose suivante. Chaque commune doit être exemplaire et a des bâtiments à mieux isoler. Il y aurait déjà un avantage très direct à faire des appels d'offres communs et à mutualiser pour avoir des commandes plus grosses, du coup avoir des prix différents, etc. Est-ce que c'est imaginable, la question verte, j'ai aucune idée, est-ce que c'est imaginable de mutualiser à une échelle entre plusieurs territoires différents, quoi? Je sais pas. Tout le monde réclame des plateformes de... Là, c'est le conseil départemental du 05 des Hautes-Alpes qui va prendre en charge. La transition énergétique des territoires passe indispensablement par des actions en matière de mobilité, notamment en montagne où les déplacements se font majoritairement en véhicules thermiques individuels. Des alternatives ont été présentées aux participants. On a pu acheter 5 vélos qui servaient donc pour le lien entre les villages, bien sûr à la belle saison, dès que ça fondait, la neige fondait, et on s'est dit, mais finalement, là, avec les touristes après l'hiver, il faudrait qu'on continue à développer pour accueillir les gens et leur montrer que ce qui leur semble inaccessible, je l'ai dit, il est monté au Parpaillon, on part de 1650 mètres et on arrive à 2600 mètres en vélo, sur cette route très rustique, vous avez vu l'état, puisque c'était une route qui avait été faite à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et qui avait une vocation militaire, puisqu'elle passait par un tunnel jusqu'à la vallée de côté, j'en ai parlé à côté, donc la vallée de Dubaï, et ça permet, avec cette assistance, d'arriver jusqu'au sommet, et en plus en choisissant son moyen d'assistance. L'intérêt, il était là, une famille qui arrive avec un jeune dynamique et costaud, qui n'a pas besoin d'assistance, il peut monter, avec à côté de lui ses parents qui ont besoin déjà un petit peu d'assistance, voire avec le papy ou la mamie, parce qu'ils mettent plus d'assistance, et tous ensemble arrivent à monter, en plus en discutant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est assez spectaculaire, parce que les gens sont bluffés, tous ceux qui ont essayé sont complètement bluffés par ce système. Donc on l'a développé, après on a fait un projet avec la région, un projet qui est monté lui à 38 000 €, pour continuer à équiper en vélo, qui cette fois sont accessibles pour les gens qui viennent à découvrir le territoire. Et si vous voulez essayer, tous les mardis, pendant l'été, c'est gratuit, l'Office du tourisme le matin fait faire une approche pendant 1 heure avec un initiateur pour découvrir ce que ces vélos peuvent vous apporter. C'est une forte écoute du CIM 05, c'est le syndicat d'électrification des Hautes-Alpes, qui en avait marre, enfin le directeur en particulier, qui a mobilisé 10 personnes sur 30 de son équipe sur le développement des énergies renouvelables. Il en avait marre d'être considéré comme n'importe quoi, à faire des tranchées, à mettre des câbles dedans ou à mettre des poteaux. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc avec le conseil départemental, ils vont installer 100 bornes, en 1 an et demi, 100 bornes de recharge de véhicules électriques. Mais derrière ça, j'ai bien conscience que ce n'est pas un foyer avec 2 SMIC qui pourra se payer la voiture électrique. Ça, j'en suis vraiment conscient. Et pour amortir ces bornes qui coûtent entre 15 et 20 000 €, elles seront là. C'est une politique nationale et locale, mais il faudra bien qu'elles servent à quelque chose. Sans ça, une fois de plus, ça fera encore de l'argent foutu en l'air. Le bâtiment est un enjeu important dans la transition énergétique, en rénovation comme en construction. Le village d'Auzet, dans les Alpes de Haute-Provence, a fait le pari de réaliser des logements sociaux passifs à 1200 mètres d'altitude. Un point très important quand on parle de construction, c'est qu'il s'agit d'héberger des habitants, des humains. Et un être humain, ça respire de l'air, ça a besoin d'avoir chaud. Voilà. Et l'intérêt, l'originalité, la puissance du concept de la construction passive, c'est qu'il se fonde sur les besoins de l'être humain avant de se fonder sur les questions énergétiques.
d'abord en interne, c'est-à-dire la sensibilisation des citoyens et des citoyennes du village sur ces problèmes de nécessité de faire des maisons, de prendre en compte l'isolation et de moins produire de gaz à effet de serre, enfin de moins utiliser d'énergie possible pour chauffer les bâtiments. Donc, en termes d'exemple, il y a eu 2 constructions récentes qui ont été faites. Une, c'est une éco-construction, donc elle est à 35 kg, et une autre maison en monomure, donc aussi à très faible consommation d'énergie. L'occupation des lieux s'est faite le 1er mars l'année dernière. Et donc, bon, c'était bien, c'était tout neuf, c'est beau, enfin, c'est magnifique. Hein. Et puis, au bout d'un moment, quand même, les premières nuits, c'est un peu particulier parce qu'on vit à température constante, hein, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage, voilà, on est à température constante. Bon, c'est des maisons très fortement isolées, étanches à l'air, ouvertes vers le sud, donc, et qui fonctionnent avec un système double flux qui récupère les calories de l'air vicié et qui les réinjecte par le biais d'un échangeur haute performance dans l'air neuf qui est réinsufflé dans les pièces de vie de la maison. C'est incroyable le fait de vivre dans une maison passive où il n'y a plus du tout ce souci-là, d'avoir chaud, d'alimenter le poêle. Enfin, vraiment, c'est un confort vraiment réel. Il faudrait presque vivre un petit peu dans une maison comme ça pour comprendre qu'il n'y a pas besoin d'air pour changer l'air, puisque l'air il est en permanence renouvelé. Le Gabion est un centre de formation et d'expérimentation à l'éco-construction et à la réhabilitation du bâti ancien. L'association Le Gabion a été créée en 1993. Elle œuvre dans 3 secteurs d'activité, la formation, l'insertion professionnelle et la recherche sur les techniques de mise en œuvre des matériaux naturels. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle technique ou bien est-ce que c'est une technique très ancienne qu'on reprend? Alors je crois que c'est ni l'un ni l'autre. En fait, nous on vient de la restauration du patrimoine et du coup on est sur des techniques où on travaille des matériaux premiers, la pierre, le gypse, le bois de pays, etc. pour faire des maisons. Et les botteleuses c'est récent, ça n'existait pas avant. Donc en fait, il n'y a que depuis un siècle en Amérique et depuis vraiment la Seconde Guerre mondiale en Europe qu'il y a des botteleuses et qu'on peut faire des maisons en bottes de paille. Donc en fait, c'est une interprétation moderne d'un principe de construction plutôt ancien. D'accord. Alors, moi j'ai entendu ce matin quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est que cette technique-là, comme elle est avec l'utilisation des matériaux locaux, exclusivement locaux, hein, la paille elle vient du champ juste à côté, pour la réhabilitation des bâtiments anciens, et c'est le plus gros problème aujourd'hui que nous avons, enfin un des plus gros problèmes, c'est bien la réhabilitation et l'isolation des bâtiments anciens. Ça paraît une technique sans surcoût. Alors oui, non, c'est peut-être pas forcément la plus adaptée, je dirais. Ça va pour certains bâtiments, mais pas pour tous. C'est comme toutes les techniques, il y a des avantages et des inconvénients. C'est pas une recette unique. Heureusement, ce serait terrible si vous imaginez si on trouvait la meilleure solution, tout le monde ferait pareil. Oui. Ce serait d'une tristesse, d'une monotonie, etc. La richesse du bâtiment, c'est que c'est toujours différent. L'ancien, c'est toujours différent, et à chaque fois, il faut s'adapter. Donc, c'est pas la recette miracle. C'est une recette qui peut convenir à un certain nombre parmi d'autres, mais en tout cas, les solutions existent. Alors, en ce qui concerne les Préalpes d'Azur, la question est vraiment de mobiliser le territoire sur les énergies renouvelables. Il y a effectivement une stratégie en matière de transition énergétique qui se met en place, hein, avec d'abord prioriser l'efficacité et la sobriété énergétique. Ça, c'est en cours, il y a des actions qui sont menées. Par contre, il faut que ce territoire démarre vraiment dans la production d'énergie renouvelable. Et en fait, on a 2 ressources importantes, le solaire et le bois énergie. Alors, pour ce qui est du solaire, il y a quelques projets, notamment de grands projets de fermes photovoltaïques. Ça a du mal à démarrer, mais c'est plus un problème de réseau, d'installation préalable. Par contre, sur le bois énergie, il y a un vrai travail à faire de mieux identifier la ressource, le potentiel, et de mettre en place de la production à la fois de l'exploitation de la ressource en bois, mais aussi
produire de l'énergie à partir de ce bois-énergie. Voilà. Tout est à faire. Mettre en réseau l'ensemble des acteurs sur ce territoire, ça me semble être une priorité. Alors, CIPRA coordonne, anime des territoires de montagne, plutôt de type, en tout cas pour ceux qui étaient là aujourd'hui, de tourisme diffus, mais en même temps il y a quelques grands territoires avec de nombreux lits touristiques comme la Tarentaise. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les territoires échangent sur des pratiques, des innovations. Et on constate en discutant avec ces territoires que les grandes stations ont des fragilités qu'on n'imagine pas au début parce qu'on se dit grandes stations, donc elles sont fortes. Dans la réalité, vis-à-vis du problème de l'énergie, ces grandes stations sont en fait des colosses au pied d'argile. Parce qu'il suffirait que, par exemple, le coût de l'essence augmente considérablement, les touristes venant à 85% en voiture, certaines sont complètement dépendantes de l'énergie. Dans un territoire diffus comme la Haute-Maurienne, comme le Queyras ou comme les Préalpes d'Azur, les gens viennent pour autre chose. Et on le constate bien, quand il n'y a pas de neige, la fréquentation ne diminue pas pour autant de façon très nette ou considérable. Donc ces territoires ont une force, et ils auront encore plus de force le jour où ils seront très organisés pour dépasser les questions de dépendance énergétique, le fait que certains visent l'autosuffisance énergétique en 2050, qu'ils s'organisent pour faire venir des touristes sans voiture, tout ça ce sont des éléments extrêmement forts qui les caractérisent et qui les rendent plus forts. Les choses ont quand même évolué, notamment dans le cas de... Parce qu'on a fait un travail d'imbrication de la candidature Espace Valais 1, la candidature Leader, la charte de territoire et le contrat régional d'équilibre territorial et la stratégie territoire énergie positive. Et dans chacune de ces documents de contractualisation a été introduite la démarche territoire énergie positive, ce qui signifie qu'a été travaillé, notamment en évaluation du programme Leader, des critères de conditionnalité des aides qui intègrent cette question de l'énergie. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé à faire pénétrer ces enjeux énergétiques techniques dans la question de l'attribution des aides au travers de ces différentes programmations et de commencer aussi à avoir un discours un petit peu franc vis-à-vis des maîtres d'ouvrage publics sur les niveaux de performance à atteindre pour pouvoir après, avec toute la limite que ça représente, mais le discours est quand même là. Voilà, on a une grille qui accompagne les fiches projets sur lesquelles les collectivités doivent se positionner. Donc ça, c'est pour montrer que les choses se diffusent petit à petit. Après, sur l'ambition du poste, là, c'est ce que je précisais en préambule, c'est que l'évolution de la prise de compétence de l'énergie dans le reste des acteurs institutionnels fait que les cartes aujourd'hui elles doivent être battues. Typiquement, le travail de conseil énergie partagé, l'agence d'ingénierie territoriale des Hautes-Alpes s'en est saisie. Ils ont créé 3 postes pour accompagner les collectivités du territoire des Hautes-Alpes sur cette mission d'accompagnement de leur consommation d'énergie. Moi, j'ai pu intervenir. Après, ils veulent aussi faire ce travail d'accompagnement à l'exemplarité de la commande publique. Par contre, quid du versant UBAI qui ne dispose pas de ce service. Après, l'agence de développement économique et touristique du territoire semble aussi commencer à se saisir de ces questions, des filières économiques liées à la transition énergétique. D'autres acteurs aussi rentrent dans ce champ-là. Je pense au comité d'expansion des Hautes-Alpes qui a développé un PTCE, pôle territorial de coopération économique. L'objectif de la séquence qui s'est déroulée à la mairie de Guiers était de formuler des revendications et de débattre sur 4 thématiques: la participation citoyenne, la vulnérabilité des territoires de montagne, le développement économique et la relocalisation de l'économie, les relations ville-montagne.
Les participants ont d'abord réfléchi par groupe sur chacun des thèmes pour soulever les problèmes rencontrés et trouver des pistes de réflexion. Les idées ont ensuite été mises en commun en session plénière afin d'interpeller les institutions présentes sur les points soulevés. Pour moi, c'est un alibi, quoi. On est en train de se dire, de conscience. On applique plus ou moins des procédures, mais si derrière il n'y a pas quelque chose de très concret dans lequel s'engager et faire ensemble, c'est pas juste réfléchir ensemble, c'est faire ensemble, avec du budget participatif. Mais sauf que quand même, ce qu'on appelle le budget participatif, Porto Alegre, etc., c'est quand même le Parti des travailleurs là-bas, c'était très révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on en est très loin. Oui, on en est très loin. On est l'ancienne data, donc en fait on a deux rôles principaux. On a un rôle de vie des instances. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas le comité de massif, mais le comité de massif c'est l'équivalent du comité de bassin, mais pour la politique montagne, donc à l'échelle du massif des Alpes, qui regroupe en fait 3 collègues. On donne un certain nombre d'avis sur un certain nombre de dossiers ou un certain nombre de projets d'aménagement du territoire. Et après, on a aussi un rôle de financeur. Donc là, il y a 2 outils financiers principaux à l'échelle du massif. On a donc le fameux POIA dont vous avez entendu parler un petit peu tout à l'heure, Programme opérationnel interrégional des Alpes, donc avec un fonds FEDER à peu près à hauteur de 35 millions d'euros. L'autorité de gestion pour 2014-2020, c'est désormais la région PACA. Donc sachant que le fonds est éligible sur l'ensemble du massif en termes de périmètre géographique. Et donc après, il y a une cohérence et il y a une action coordonnée entre PACA, Rhône-Alpes et puis un élément assez important au niveau du massif, c'est qu'on a, alors vous allez me dire c'est encore un schéma de plus, mais on a un schéma interrégional du massif des Alpes, le CIMA, qui a été adopté par les régions en 2013, qui n'est pas prescriptif, hein, qui n'a pas de valeur prescriptive, ni d'ailleurs même de valeur de prise en compte, il faut être clair, mais qui est l'expression, si vous voulez, du comité de massif en termes d'aménagement du territoire. Donc qui reprend beaucoup de thématiques, notamment des thématiques de transport, des thématiques d'aménagement du territoire, et qui s'exprime sur un certain nombre de sujets. Donc, Néanmoins, ce qu'on a essayé pour s'adapter à ça, de choc, mais d'être résilient malgré tout, c'est de réorienter toute l'ingénierie bois à travers la mission bois régionale bois énergie, écofort, etc. Non plus sur, enfin, pas que sur du montage de chaufferie, puisque ça commence à fonctionner, et puis il y a des compétences à y faire, mais surtout sur l'approvisionnement. Parce qu'il y en a un potentiel en PACA qui n'est pas exploité à son maximum, à s'en faut. Donc c'est sur ce terrain-là que du coup on a reporté nos efforts d'exploitation du potentiel. Sur notre territoire de Haute-Maurienne vanoise, le territoire s'est engagé dans le TEPOS alpin. Nous sommes en train de monter un projet espace valléen, un projet territoire espace valléen. Il y a beaucoup de thématiques, donc une thématique que j'anime qui s'appelle la transition énergétique. Et on espère pouvoir monter des projets sur l'ensemble du territoire, donc l'ensemble des 7 communes que forme notre territoire, des projets liés à l'énergie renouvelable et à la transition énergétique. Donc, ce que j'aimerais formuler à un institutionnel, je l'ai déjà fait à mon niveau personnel pour le territoire, pour ma commune, puisqu'on a un grand projet qui s'appelle le Lyon-Turin. Au-delà du clivage politique, il n'est pas question de dire on est pour, on est contre, puisque le projet Lyon-Turin, on espère, organisera du ferroutage sur la vallée de la Maurienne, puisqu'on est très sensible au passage des camions sur la vallée de la Maurienne et sur la vallée de l'Arve. On connaît le problème entre Chamonix et le tunnel du Fréjus. Donc c'est un projet qui est conséquent, qui coûte beaucoup d'argent, qui met beaucoup de moyens en œuvre. Moi, j'ai interpellé les institutionnels en leur disant attention parce qu'on a une gare de Modane qui est une gare internationale. Il ne faudrait pas que cette gare disparaisse dans le futur puisque ça risquerait d'assécher le territoire. Je pense que ça a impulsé une vraie dynamique sur notre territoire. Enfin, ça a vraiment permis d'amorcer une réflexion, une prise de conscience chez nos élus notamment qui ont participé activement au réseau et qui n'étaient pas du tout sensibles à la transition énergétique il y a tout juste 1 an, et ça y est, ils ont compris ce que c'était. Et je pense qu'il
il y a vraiment quelque chose d'amorcé pour notre territoire qui va se poursuivre. Et comme on est en train de construire un plan d'action pour 2015-2020 pour le développement global du territoire, à mon sens, il va y avoir des actions proposées en lien direct avec la transition énergétique, et c'est vraiment lié à notre participation à ce dispositif TEPOS alpin.